Nous allons passer au dernier chapitre de la journée sur la promotion du logement social et nous allons accueillir deux acteurs. Euh, un acteur de la Navarre, Javier Buron, qui est directeur général de Nasuvinsa, qui est une société publique de logement du gouvernement de Navarre. Javier, tu as une longue expérience dans le domaine du logement et on va pouvoir bénéficier de cette expérience-là à travers la présentation que tu vas nous faire de ce que vous faites à Nasuvinsa, à Pampelune, euh, par rapport à cette question du logement. Je te donne la place donc sur la table. Donc les interventions ont été inversées. L'Océanie Sangaré devait intervenir juste maintenant, mais il interviendra après parce qu'il a été retenu en raison d'une manifestation que le sous-préfet a organisée aujourd'hui. Donc il va nous rejoindre après l'intervention de Javier. Bonjour, donc avant tout, euh, pour moi c'est un plaisir d'être ici, dans cette salle et également avec les personnes qui sont connectées. Je crois que j'ai 35 minutes, donc si on peut laisser quelques minutes pour les questions, et je vais essayer. J'ai essayé de faire deux exercices. Le premier, c'est expliquer quelle est notre action au sein de Nasovinsa en tant qu'agence publique du gouvernement de Navarre. En matière de logement, c'est l'un des trois axes de son activité, puis qu'on travaille également sur l'industrie et la promotion territoriale. Et le deuxième exercice, c'est d'ouvrir un peu le dialogue entre les différents outils qui peuvent exister, que je crois qui existent en France. Et tous, si je me trompe d'ailleurs, vous pourrez me rectifier. Donc, les outils qui sont à disposition des promoteurs publics du logement en France et les outils qui n'existent pas ou qui sont différents en Espagne pour voir un petit peu quel est le point de départ d'une entreprise ou d'une société qui souhaite faire de la promotion de logement social. C'est peut-être un peu osé, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc, nous commençons par les outils de planification stratégique en ce qui concerne la production de logements abordables. Il y a deux techniques qui viennent de France et qui on les a revisitées en Espagne, tous en sachant qu'elles sont bien nées au nord. Donc la première, c'est la loi SRU qui établit un objectif sur une période de logement d'usage social. Donc, ça a été elle a été mise en place en 2000 en France. Elle a été importée en 2007 par l'intermédiaire de la Catalogne avec d'autres caractéristiques, puisque la Catalogne dépendait d'un plan territorial et sectoriel de du logement qui n'a pas été encore approuvé pour des problèmes politiques et non techniques. Donc, c'est une technique qui a été importée. Et ensuite, la loi Dallot, introduisait cette idée de droit au logement, soit par mise à disposition d'un logement, soit sous forme d'une subvention d'aide à la location. Et donc, cela a dérivé sur la loi 3/2015 de l'Euskadi sur le droit subjectif au logement en Euskadi. Et dans le cas de l'Euskadi également, il y a un contexte qui fait que c'était possible d'adapter cette loi puisque on a très peu de personnes qui vivent en location par rapport à la moyenne de l'Espagne. Et ensuite, le réseau de sécurité des prestations sociales euh, fait qu'il est possible de combiner le parc public de location, de logements en location et la population qui peut activer ce droit au logement. Et donc, avec des effets d'échelle, on a pu faire coïncider le parc et la population. Donc, ce sont deux techniques qui viennent l'administration française et c'était assez bizarre au début.
en Espagne. En Espagne, on a 17 communautés autonomes, plus le Parlement espagnol. C'est un peu une autre galaxie. Et c'est vrai que la première loi et la dernière, les lois étatiques sur le logement, sur la disposition transitoire seconde, on a un peu introduit l'idée de la législation française qui disait que les administrations compétentes avaient établi des délais temporaires si à l'intérieur de leur territoire, ils ont des zones sous tension. Dans ce cas, il y a des objectifs de régulation du parc de logements. Mais dans tous les cas, on parle d'une technique un peu indirecte d'importation. Donc, en termes pour mettre en place une planification stratégique, il existe des outils en Espagne, pas dans toute l'Espagne, c'est dans certaines régions qui, en grande partie, s'inspirent de sources françaises. Je change, je passe à autre chose, donc qui ne sont pas aussi alignés que la France. Donc, ce sont les financements. Comment est-ce qu'on peut financer la construction? Comment on peut financer les logements en location? C'est vrai qu'en Espagne, il y a énormément de textes juridiques, mais les outils sont très... il y a une série d'outils en France qui existent, qui sont très efficaces, et en Espagne, c'est encore de la science-fiction. Et c'est toujours une question de volonté politique. C'est vrai que la Caisse des dépôts peut financer les subventions logement, enfin les aides au logement. Et on a également il faut également dire que l'Institut catalan des finances, qui est un institut régional, c'est pas habituel parce que ça n'existe pas dans d'autres régions, peut financer les taux d'intérêt des crédits accordés par d'autres organismes, et cela permet de faire baisser le taux des crédits. Mais ça, c'est très récent. Soit c'est très récent, soit c'est très minoritaire. C'est pas habituel. Nasovinsa, là où je travaille, une société publique et financée par le BEI. Le dialogue est direct. Pourquoi? Parce que non, on n'a pas des chiffres aussi limités que l'Institut, la Caisse des dépôts et consignations français, et que le livret A. Et nous, on a ici, donc c'est un type de produit financier émis par l'État, par l'intermédiaire de la banque postale, et cela permet d'utiliser un petit peu l'épargne des Français par la Caisse des déposés pour financer des projets de logement abordables. Et ce type d'idée en Espagne, c'est impossible parce que ça n'existe pas. Il y a un essai des syndicats commissionnés obreras et UGT de mettre en place un petit peu un financement public auquel pourrait contribuer le secteur privé pour pouvoir financer des projets de logements sociaux. Et, et quand on dit ça en Espagne, on nous dit qu'on ment. Et il y a quelque chose qui s'appelle la participation des employés à la construction du parc des logements en location, le BEC. Euh, c'est pas forcément le meilleur nom parce qu'actuellement, c'est un sigle qui désigne un autre organisme, et on peut dire qu'un gros pourcentage de la masse salariale française peut être investi pour mettre en place des projets de logement. Et nous, on n'a pas ces outils, et c'est vraiment important parce que pour mettre en place une infrastructure et logement abordable sans, enfin, à long terme, et il faut absolument des outils des financements. Il ne faut pas des choses magnifiques, il faut des choses sûres. C'est-à-dire, il faut mieux avoir une ligne de financement euh, à long terme, qui donne une sécurité à long terme, que de savoir qu'on va disposer d'un moyen de financement très intéressant, mais à durée déterminée. Donc, en ce qui concerne, on y reviendra dans le débat, mais ici on a un ensemble d'outils d'intervention publique sur le foncier pour la construction de logements abordables qui sont assez intéressants. Et il y en a certains qui peut-être existent ou pas en France. Donc, premier lieu, les 10% des plus-values urbaines de toutes les promotions immobilières
selon la Constitution, reviennent aux mairies. C'est-à-dire qu'un mairie qui a 0% de propriété foncière, s'il y a une promotion immobilière sur son territoire, a le droit à 10% des plus-values créées par cette promotion. Donc, il y a des gens qui disent que c'est un impôt indirect, que c'est une extorsion, mais cela permet au secteur public de ne pas avoir à exproprier ou à acheter du sol pour disposer de ce sol. Parce que et si on le combine au fait que les promoteurs immobiliers ne peuvent pas construire n'importe quoi, ils ont une obligation de, euh, de construire, il y a un cahier des charges pour la production de logements précis avec des définitions en fonction de chaque communauté autonome. Mais un promoteur privé euh, est obligé par le plan d'aménagement de produire un type de logement précis. Euh, à chaque fois qu'il y a une promotion, il faut qu'il y ait un pourcentage de cette promotion qui soit consacré au logement social, qui correspond à un cahier des charges précis. Donc, euh, actuellement, on a un minimum au niveau de toute l'Espagne de 40%, et sur ces 40%, on a un minimum euh, étatique qui dit que sur ces 40%, la moitié doit être consacrée à la location. Et cela signifie que les administrations publiques, sans avoir de foncier, ont la capacité de agir sur 30 ou 40% du foncier des développements immobiliers sur leur territoire. Donc, il y a beaucoup de ces législations qui viennent du franquisme et qui n'ont jamais été remises en cause au niveau idéologique. La participation des mairies dans les promotions immobilières vient de la dernière étape du franquisme. Et, et la mise en place du taux de location, c'est plus le début de la transition. Mais, donc, on réserve une partie du foncier aux logements sociaux, comme l'a bien expliqué Raquel, je crois que Anna et Aïssiver également. C'est-à-dire que le logement protégé, le logement social en Espagne sont vendus et ensuite passent au secteur privé. Elles sont décataloguées. Et il y a des régions qui sont les Baléares, les Canaries, la Catalogne et le Pays Basque où le logement social n'est pas caduc, c'est-à-dire qu'il reste le logement social même quand il a été vendu, il ne peut pas être vendu à un prix dépassant ce qui a été limité au départ. Et donc, cela permet également de mettre en place des parcs publics de logement avec collaboration du secteur privé et du secteur public. Et comme je le disais, je crois que le sous-développement de l'Espagne par rapport à la France est, est- dépend des outils juridiques. Parce que actuellement, si les communautés autonomes souhaitent agir dans ce domaine, elles ont tous les outils à leur disposition. Donc, d'autre part, le fait de pouvoir intégrer les logements au parc public, moi, je connais très bien le sujet parce que j'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé là-dessus à Barcelone. On a copié directement ce qui se faisait à Paris. Comment est-ce ils achètent des logements privés au secteur privé et ils l'intègrent au parc de logements sociaux publics, au parc public de logements sociaux. Donc, à Barcelone, c'est devenu une déclaration de tout le territoire municipal de Barcelone, c'est-à-dire que quand un privé veut vendre un immeuble résidentiel, elle doit avertir la mairie et la mairie a le droit de préemption au même prix, au même tarif de la mise, auquel l'immeuble a été mis en vente. Et donc, par contre, on ne savait pas si la mairie pouvait disposer des financements suffisants. 165 millions d'euros plus tard, la mairie de Barcelone 165 millions, ils ont dépensé 160 millions en achat d'immeubles privés, ils ont trouvé que c'était un peu cher. Et j'étais surpris de constater que d'autres communautés autonomes prévoyaient dans leur législation le droit de préemption des mairies lors des d'immeubles privés. La Navarre en fait partie. Et ici, je crois on accepte davantage le fait d'acheter ou euh,
d'acheter des logements déjà construits et de leur changer, de modifier l'usage de ces logements. Et dans le reste de l'Espagne, c'est plus difficile et je crois que c'est quelque chose qui a appelé un bel avenir de toute façon. Sujet suivant, suivant problème, le problème des fournisseurs. Et les catégories sont assez compliquées, c'est assez complexe. Je crois qu'un CLM, vous savez ce que c'est? Pardon, les HLM, donc tout le monde sait ce qu'est un HLM. Ça peut être privé ou public. Et c'est pas un problème psychologique qu'il y ait des HLM à capitaux privés et des HLM à capitaux publics. Même si historiquement c'était des organismes publics. Dans notre cas, le problème qu'on rencontre, c'est une dispute au sein du monde de la promotion des logements abordables. Il y a une association l'association AVS, l'association espagnole de la promotion, euh, et a surgi un débat important entre les différentes entreprises publiques espagnoles et celles de Catalogne, parce qu'en Catalogne, un syndicat, une coopérative, une ONG ou une entreprise privée euh, sans but lucratif peuvent faire partie, sont partie de cet écosystème, sont également fournisseurs de logements sociaux abordables, logements abordables. Et dans le reste d'Espagne, c'est pas pareil. En Catalogne, on a une urbanisation différente qui est confédérée entre elles. On a l'organisme GHS, l'association de gestionnaire des politiques sociales du logement de Catalogne. Et donc, pourrait se développer dans d'autres régions d'Espagne. Aitziber a- euh, euh, travaille sur ce qu'est les coopératives de logement et c'est quelque chose qui existe dans différentes régions d'Espagne, en Catalogne et en Euskadi, évidemment. Et ensuite, ce que je voudrais vous parler, il y a une convention entre la mairie de Barcelone et toutes les entités, les structures du secteur, les associations à but non lucratif, etc. La mairie met le foncier à disposition avec un droit à 25 ans. C'est-à-dire que la propriété publique du sol reste publique. Ensuite, il faut présenter des projets publics ou des projets de fondation. La propriété, c'est une cession de l'usage, c'est un modèle uruguayen, hollandais. C'est pas une propriété individuelle du logement, c'est on achète le droit d'utiliser le logement pendant un certain nombre d'années. On n'est pas propriétaire du logement en tant que tel. Et cela permet de produire des logements euh, à coût réel. Et donc, dans les fondations, ce sont des projets de location, de logement en location, des logements sociaux en location. Donc, dans le cas des coopératives, ce sont donc des activistes du droit au logement se sont professionnalisés, qui ont créé des coopératives. Et le monde des fondations, c'est le monde religieux, l'Église catholique, hein, qui a mis en place des fondations de bienfaisance en matière de logement. Donc, on- l'administration met à disposition le foncier et donc, il y a une méthodologie parce que les mairies ne peuvent pas garantir. Et donc, si une coopérative ne paye pas 5 mensualités de suite, la mairie prend le crédit en charge et récupère le bâti correspondant. Donc, on a des coopératives à but non lucratif ou avec des familles qui y habitent, ça existe et je crois qu'on voit que cela crée un nouveau modèle. Est-ce que ensuite je vais vous parler de Habitat chez Metropolis Barcelona, c'est un petit peu un promoteur de HLM à la mode espagnole. Euh, C'est-à-dire, c'est une coopérative comme les coopératives hollandaises ou autrichiennes à la mode catalane. Donc, et Barcelone, ce qu'on a fait, c'est une innovation disruptive depuis le bas. C'est-à-dire, c'est 50% secteur privé, 50% secteur public, la propriété, mais, et 25%
c'est la mairie de Barcelone qui est 25%, c'est la mairie, 25% c'est la communauté de communes, et deux fois, le deux parts de 50% sont le capital donc est apporté à égalité par les différents promoteurs, les quatre promoteurs. Le sol est, est apporté, la promotion est privée. Et le conseil d'administration on a 50% le Magic Twist, avec 50% des bénéfices et des pertes sont publics et privés, sont partagés par le secteur public et privé. Parce qu'en Espagne, on a beaucoup d'exemples de secteurs, de collaboration du secteur privé et public, où euh, c'est-à-dire que les bénéfices vont toujours au secteur privé. Donc là, c'est un petit peu un essai pour mettre en place différents acteurs, associer différents acteurs. Et l'État peut être entrepreneur sur un modèle non parasitaire. L'État investit, l'État prend les risques, l'État prend les responsabilités et l'État prend les... Parce qu'on met beaucoup de biens publics au service des habitants. Donc, s'il y a des bénéfices, c'est aussi l'État qui les encaisse. Donc, ce qui concerne, il y a beaucoup d'exemples de collaboration de secteur privé et public. Et dans notre cas, c'est un cas où on voit apparaître de l'innovation au niveau régional. Et c'est en place en Catalogne. Et on sait qu'en Euskadi, on ne veut pas de ce modèle-là. Euskadi mise davantage sur les secteurs privés-publics, la collaboration classique entre secteur privé-public. Et donc, c'est vrai qu'on m'a dit que mes références françaises étaient absolument pas vraies. Donc voilà. En France, on a des aides au logement qui sont vraiment intéressantes. Euh, Ce que je pense, c'est que là où il n'y a pas de HLM, il faut également une aide au logement, mais même si les logements, si les ressources sont trop faibles, la famille sont trop faibles, même si elles ont droit à un HLM, il faut également les aider pour payer le loyer. Donc, et la dernière chiffre que j'ai, c'est date du 2017, et une dotation de 16 millions d'euros pour l'aide au logement en France. Et en Espagne, c'est très différent. Je sais pas si ces chiffres, donc il faut comparer ce qui est comparable. Et on a 40% de dépenses publiques en moins en Espagne. Donc 16 millions d'euros en dépenses publiques simplement en aide au logement par an. Si on compare avec le fait que le budget du ministère du Logement, lors d'une année extraordinaire, parce c'est 3 000 millions d'euros pour l'ensemble de ces actions. On a eu beaucoup d'aides européennes, donc c'est une année, pour ça que je dis que c'est une année extraordinaire. Mais il y a une situation de dépenses qui a beaucoup diminué, mais on est sous la menace, effectivement, dès que les fonds européens vont disparaître, on reviendra à la situation antérieure, c'est-à-dire on avait 400, 500 millions d'euros investis par an au niveau de toute l'Espagne, c'est-à-dire presque rien. Il faudra voir comment c'est complété par les communautés autonomes et par les mairies. Il y a très peu de communautés autonomes et de villes qui appliquent une politique de dépenses pour l'aide au logement. C'est-à-dire qu'on est dans une aide d'infériorité par rapport à la situation en France. Quelle est la situation des loyers, des locations en France et en Espagne? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de logements publics? Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas ce parc, il faut envisager les choses à long terme parce que c'est pas facile de mettre en place une telle infrastructure. Et ensuite, toutes les générations ne vivent pas de la même façon. Les boomers, que mes parents, moi je suis de la génération X, on ne vit pas avec la même urgence, on ne vit pas la même urgence euh, de voir un petit peu quelle est la vitesse de mise en place du parc public que la génération du millénium. Pourquoi? Parce que moi, je suis assez âgée, j'ai déjà un logement, et puis mes parents, bah, parce qu'en fait, ils ont eu accès à un logement dans de très bonnes conditions. Euh, et actuellement, les jeunes ont un gros problème. Donc, de
D'autre part, on m'a demandé s'il y avait un système de contrôle des loyers en Espagne. Je lui ai dit que non. Mais il faut nuancer. En Catalogne, il y a eu 18 mois, 2 ans de vigueur de la loi, d'une loi nouvelle qui examinait le modèle français, le modèle allemand. Et moi, dans ce cas, j'ai été témoin des travaux d'élaboration de cette loi parce qu'il y a une mission d'études à Paris, une autre à Berlin, pour connaître les deux systèmes. Et donc, le modèle catalan a choisi euh, ces deux modèles, mais plus spécifiquement pour le modèle allemand, et pour avoir un indicateur officiel des loyers. Et cela a permis de mettre en place un système euh, où les nouveaux loyers ne pouvaient pas dépasser le loyer précédent, où ça a été assez polémique. Il y a eu une plainte devant le Conseil constitutionnel a été saisi et le Conseil constitutionnel a répondu que c'était l'affaire du Parlement. Donc, la loi 12/2023 met en place un système d'observation au niveau de l'État espagnol de tous les loyers. Et on met en place un système dans lequel les nouveaux contrats, les nouveaux baux doivent respecter les prix maximums fixés par l'État et les loyers qui existent, les loyers déjà existants, ça dépend si le propriétaire est un grand propriétaire ou est un petit propriétaire. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs critères qui s'appliquent. Donc, le développement des communautés autonomes il y a certaines communautés autonomes qui ne veulent pas appliquer cette loi. Elle a été approuvée en Catalogne. Elle va être approuvée à court terme, je pense, en Asturie et en Navarre. Et comme Haïti Vert vous a dit, parlé ce matin, il y a un problème assez intéressant puisque les deux partis qui font partie du gouvernement ne sont pas d'accord là-dessus. Et une dernière chose, je passe à la situation spécifique de la Navarre et de Nassau-Vinça. Les 18 mois d'expérimentation en Catalogne sont une expérience parce qu'on a regardé ce qui se passait dans 160 communes de l'aire métropolitaine de Barcelone. Il y avait des mairies qui avaient un contrôle des loyers et d'autres qui n'en avaient pas. Et donc, c'est une expérience sociale importante. Et on a constaté que l'offre avait augmenté dans les deux types de mairies après le Covid, parce qu'il y avait l'offre avait beaucoup baissé et après le Covid, c'est revenu. Et les prix sur ces 18 mois ont eu un comportement avec un écart de 11 points de pourcentage. Et ceux qui étaient contrôlés ont baissé de 7% et ceux qui étaient non contrôlés, qui n'ont pas été contrôlés, ont augmenté de 4%. Donc, je pense que c'est un système qui va être appliqué à terme dans l'ensemble de l'Espagne. Maintenant, je vais vous expliquer notre travail au sein d'Assovinsa. C'est très lié à ce qui se fait en Espagne et quels sont les outils disponibles. La Navarre est une région relativement petite avec et c'est très facile en Euskadi. Donc ici, on a une seule province et la plus grande ville qui est Pamplune n'a pas de capacité institutionnelle pour jouer le contre-pouvoir. Donc c'est une petite région relativement industrielle avec une longue trajectoire de services publics et où on fait des choses qui sont assez différentes, mais qui peuvent être assez également comparables à ce qui se fait dans le reste de l'Europe et en France. Donc, je ne vais pas passer sur les chiffres. C'est une entreprise publique relativement importante par rapport à ce qui se fait en Espagne, mais je vais dans ce que on a des chiffres très peu, mais la typologie est intéressante parce que ça dialogue beaucoup avec ce qui existe en France. On a donc un petit parc public, 1315 logements qui appartiennent au gouvernement et ce sont des logements en location. Actuellement, il y a beaucoup de communautés autonomes espagnoles qui ne veulent pas, qui n'osent pas mettre en place un parc en location. Nous sommes des promoteurs. Le gouvernement navarre, l'administration navarraise est donc assume le rôle de promoteur.
Nous avons une bourse de location qui, en fait, incite les propriétaires à mettre leur logement vide en location et à des conditions assez intéressantes puisque les différents outils se complémentent. On a actuellement presque 1000 logements privés qui sont dans cette bourse de location. Et au niveau espagnol, on a deux fonds par contre, on a un système d'aide au logement qui concerne 6000 familles. On a un programme qui s'appelle le David pour les familles vulnérables, et ensuite Emancipa qui s'adresse aux jeunes. Qui s'adresse aux jeunes comme effectivement euh, on fait la location et on gère des logements à long terme, et donc on a mis en place l'équipe de soutien social aux locataires, aux familles. Notre idée, c'est pas de ce qui se fait en Espagne, c'est-à-dire on fait une promotion de logements, on les vend et puis ces logements disparaissent des logements sociaux, du parc social. Ce qu'on veut, c'est mettre en place une infrastructure. Et si on veut mettre en place une infrastructure pour un pays, il faut que ce soit professionnalisé, aussi bien au niveau physique que des logements, que de la partie humaine des locataires. Donc, euh, voilà. Il y a une seule chose qui change par rapport à cette nouvelle diapositive. Le gouvernement de Navarre, depuis quelques années, applique une politique de subvention des acteurs privés. Euh, Quand ils ont acheté un logement social il y a quelques années, avant la mise en place de la politique actuelle, on les incite à mettre ce logement en location avec une gestion publique. Donc, quand on a 3000 logements actuellement, c'est pas, nos chiffres sont toujours petits en, en Navarre, puisqu'on est une petite région. C'est ridicule par rapport aux bailleurs français. Donc, on a 1300 logements en propriété, on en a 1000, 6000 familles, 3000 logements privés, etc. Donc, voilà. Il y a 11 000 logements gérés en location donc en Navarre avec différents statuts qui relèvent des programmes d'aide au logement qui sont privés, qui sont publics. Ça représente 48% du parc total en location de Navarre. C'est vrai que ce qu'il y a, c'est que le pourcentage on a donc 24 000 logements en location sur un parc total de 300 000, de plus de 300 000. Donc, c'est vrai que c'est une petite partie des logements qui est en location. On peut le voir comme ça et on peut le voir d'une autre façon, c'est-à-dire que Nassau Finsas se centre depuis quelques années sur la location et le secteur de la location a un impact très important. Et donc, il faut considérer ces deux points de vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On développe un programme qui s'appelle Co-Housing, avec des ressources de public et une ligne de financement assez importante. Je vais passer sur les détails. Donc, Navarra Social Housing, c'est ce qu'on on a appliqué trois phases. Une phase de test des logements le plus industrialisé et plus écologique possible. Pourquoi? Parce que on va pas les vendre. Ce sont des logements qui vont constituer notre infrastructure en logement social. Donc pour nous, c'était très important l'efficacité énergétique, le cycle de vie des matériaux et tout cela avant que ce soit exigé par l'Europe. On ne savait pas. On ne savait pas que ça allait être exigé par l'Europe. Hein, mais mes collègues ne le savaient pas. Et ils ont opté pour une ligne qui a été simplement validée par l'Europe après coup. Ici, vous avez les différentes la phase. Donc la première phase sont des chiffres assez modestes par rapport euh, parce que quand on tient compte du fait qu'on possède 1300 logements, maintenant on parle d'une extension de plus de 1000 logements ici. Donc on en a certains qui sont déjà terminés, sur tout le territoire de la Navarre, et la plupart étant sur la ville ou proche de la ville de Pamplune.
Donc, voilà, vous avez ici la structure de financement. Je vous ai déjà dit d'où vient l'argent. Donc, voilà. Et ici, vous avez quelques exemples d'un immeuble qui vient d'être terminé. Ça, c'est dans la ville de Tudela. C'est la deuxième ville de Navarre, mais c'est au sud. Ici, c'est Garalda, c'est un petit village des Pyrénées, un village rural. Ça, c'est la périphérie de Pamplune. Ici, pareil, on a misé sur le bois, sur l'économie circulaire, compte tenu du fait qu'il y a une grosse production de bois en Navarre. Mais par contre, jusqu'à maintenant, on certifie pas le bois pour la construction. Par contre, c'est en cours. Et ici, vous avez le bâtiment euh, sous tutelle d'Aspiragania. C'est un projet commun entre la mairie de Pamplune et le gouvernement de Navarre. C'est pour une résidence pour personnes âgées c'est du préfabriqué, hein. Et donc, nous avons ici donc, je vais vous donner des petites touches pour terminer concernant un écosystème intéressant qui existe en Navarre. Et je crois que ça va être intéressant pour l'Espagne parce que il y a un cluster d'industrialisation pour le bâtiment, les maisons préfabriquées avec un niveau important de paix, c'est-à-dire il y a des gens qui travaillent sur le bois, d'autres qui travaillent le béton, il y a des architectes, des promoteurs, des constructeurs, et avec une très bonne entente. Bon, une assez bonne entente. On- et je vous dirais que par comparaison avec ce qui se passe à Madrid ou à Barcelone, on s'entend bien. Et en outre, le ministère du Logement a décidé que le centre euh, du logement donc le siège serait basé en Navarre. Donc c'est ce qu'on appelle le BAI, Building and Architecture, l'Institut d'architecture et de construction, qui dépend du gouvernement espagnol, donc, et qui aura son siège en Navarre. Donc pour créer une infrastructure, on peut faire de la rénovation, on peut faire de la construction, mais de toute façon, on aura des logements qu'il faudra entretenir. Tout ce qui est lié avec la préfabrication et l'entretien, c'est une symbiose. Donc actuellement, nous nous occupons de cela précisément. Et je vais terminer avec deux éléments qui nous ramènent au départ, c'est-à-dire qu'on a une carte de fournisseurs sociaux qui est différente de ce qui existe en France. En Catalogne, ils avaient une façon de travailler avec les coopératives et les fondations et qui crée également une entreprise mixte public-privé. En Navarre, vu notre échelle, on travaille sur la même chose. On essaie de mettre en place des entreprises mixtes avec le gouvernement de Navarre et des capitaux privés, mettre en place des coopératives et des fondations pour diversifier le plus possible l'ensemble des acteurs et des fournisseurs. Donc, vous ici, vous avez une série de chiffres sur la question, mais on n'a plus le temps de s'y arrêter. Ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie qui a été appliquée par Vinsa, en fait, a été prémonitoire par rapport à ce qui était imposé par l'Europe. Et quand on regarde les intérêts, quels sont les financements à fonds perdus et les financements douces, euh, c'est vrai que dans le cas de la Navarre, comme ces ressources en fait sont arrivées alors qu'on avait déjà commencé à travailler, les choses étaient déjà en marche, on pense que cela va nous permettre de pouvoir avancer vraiment sur l'écosystème des fournisseurs, beaucoup plus que sur le produit final. C'est donc ce que je voulais vous dire. Je suis désolée d'avoir un discours aussi décousu, mais j'espère que je suis à votre disposition, évidemment, pour toutes les questions ou etc. Merci beaucoup, Javier, pour cet exposé très complet, euh, très dense, très, très dense. Je vais céder la parole à Locénie Sangaré